Donc cette deuxième conférence de littérature autour du cycle littérature et émancipation au pluriel concerne donc l'émancipation des Noirs américains, le renouveau de la révolte noire américaine. L'émancipation des Noirs, la fin de l'esclavage des Noirs américains est proclamée en deux temps, d'abord en 1862 de manière partielle, et puis en 1865 de manière globale par Lincoln à la fin de la guerre de sécession. Lincoln reçoit l'épithète de grand émancipateur et il est assassiné cette même année par un sudiste qu'on dit à moitié fou. Commence alors la période que l'on appelle la période de la reconstruction, après la guerre de sécession. Les Noirs donc, sont désormais libres, mais cette période va vite être minée par la ségrégation, ségrégation officielle dans les États du Sud, avec ce que l'on appelle les lois Jim Crow, qui s'appliquent à partir de 1876, et ségrégation de fait dans les États du nord des États-Unis. Les années 60, ce sont les années les plus connues, ce sont les années donc, des luttes pour les droits civiques, l'obtention des droits civiques, sortir de la ségrégation, faire des Noirs des citoyens à part entière avec le droit de vote. Vous connaissez les grandes figures charismatiques de cette lutte pour les droits civiques, Martin Luther King, Malcolm X, Rosa Parks, Angela Davis. C'est une période extrêmement violente, avec des manifestations de masse, avec des répressions extrêmement féroces, mais est proclamée donc en 1864-65, sont proclamés les droits civiques donc des Noirs qui obtiennent donc une pleine citoyenneté américaine donc dans ces années 64-65. L'émancipation des Noirs progresse quelque peu pendant ces années avec une révolution conservatrice très violente qui va à l'encontre de cette émancipation, puisque comme les Noirs sont désormais des citoyens à part entière, on considère que l'on peut supprimer toutes les politiques sociales et donc on va abandonner donc, les Noirs à la misère économique, etc. Donc c'est une période assez difficile. La théorie se développe selon laquelle il n'y aurait plus besoin de parler de race. On entre dans une société post-raciale, puisque les Noirs sont désormais des citoyens à part entière. Et au terme de cette période, que certains appellent post-raciale, arrive donc ce phénomène extraordinaire en 2008, donc l'élection d'un président noir, réélu donc 4 ans plus tard, en 2012, donc Barack Obama. Cela semble être le triomphe de la société post-raciale. La race ne semble plus compter, puisqu'un noir peut être président des États-Unis. Le slogan d'Obama, le fameux slogan d'Obama, « Yes, we can », est caractéristique. Il marque que l'Amérique est le pays de tous les possibles et que c'est le pays de l'unité. Oui, le nous, les blancs, les noirs, et éventuellement les autres aussi. Il y a pourtant loin pour les Noirs américains de cette proclamation et de cette élection d'Obama à leur réalité de tous les jours. La situation des Noirs reste extrêmement décevante. Le bilan des années Obama, c'est un grand désenchantement, et l'on assiste pendant ces années Obama à un phénomène tout aussi extraordinaire que sa propre élection, c'est l'émergence d'une nouvelle révolte noire américaine
qui va être symbolisé par le mouvement Black Lives Matter. Bon, ça n'est pas le seul, c'est le plus connu de ces mouvements. Les vies noires comptent. Donc s'il y a besoin de ce mouvement, c'est que dans la réalité, les vies noires ne comptent guère. Et donc, on va avoir ce phénomène historique extraordinaire, cette juxtaposition tout à fait extraordinaire de l'élection d'un président noir et de la naissance d'une nouvelle révolte noire avec des mouvements comme Black Lives Matter. C'est cette nouvelle révolte noire qui exprime les deux essais qui vont m'occuper, l'essai de Ta-Nehisi Coates, Une colère noire, et l'essai de Brit Bennett, Je ne sais pas quoi faire, des gentils blancs. Un homme, une femme, qui exprime donc cette révolte noire nouvelle. Les essais appartiennent à part entière à la littérature, ça n'est pas si lointain, c'est un phénomène récent, il y a peu, les essais ne faisaient pas partie de la littérature. Aujourd'hui, on appelle souvent l'essai le quatrième genre par rapport au roman, au théâtre, à la poésie. Donc les essais font partie entière de la littérature, d'où la présence de ces essais dans cette conférence de littérature. Ce qu'expriment ces deux auteurs, c'est l'irruption d'une nouvelle pensée noire, d'une nouvelle génération d'intellectuels noirs où apparaissent les femmes. Il n'y a plus que des hommes, il y a aussi des femmes, et c'est pourquoi donc j'ai voulu prendre ces deux essais d'un auteur et d'une auteure. Cette nouvelle génération d'intellectuels noirs s'oppose violemment à la génération précédente qui était la génération de la société post-raciale. Ces nouveaux auteurs noirs veulent montrer que cette société dite post-raciale, c'est de la blague, c'est une escroquerie. Et donc, l'un d'entre eux disait, les intellectuels noirs, donc de la période précédente, ont vendu leur âme, ils sont devenus des pom-pom girls pour Obama ou des experts en autopromotion. Donc c'est une révolte très violente contre ces intellectuels, souvent des grands universitaires américains de la génération précédente, de cette génération donc, de défense de l'ère post-raciale. Donc voilà ce moment extraordinaire que je voudrais donc explorer à travers ces deux essais, en commençant donc par celui de Ta-Nehisi Coates, Une colère noire. Une présentation rapide de cet auteur, donc Ta-Nehisi, c'est son prénom, Coates, c'est son nom. Donc il est né, c'est un journaliste et écrivain américain qui est né en 1975 à Baltimore, ville noire très ségrégée, où il a passé toute son enfance et son adolescence. Il a fait ses études à Howard, c'est une des grandes universités historiques noires de Washington, mais il en est sorti sans diplôme. Après ses études, il mène une vie de précarité assez difficile. Il veut être journaliste, mais il a beaucoup de mal à entrer dans cette voie. Il y réussit cependant en devenant journaliste au grand magazine progressiste The Atlantic, où il va publier donc un certain nombre d'articles et où il va devenir le grand spécialiste de la question noire. Il publie d'abord en 2008 un récit biographique qui ne sera traduit en français qu'en 2017, qui s'appelle Le Grand Combat, qui est un récit autobiographique de son enfance et de son adolescence à West Baltimore, donc ce ghetto noir de Baltimore. En 2015, il publie l'ouvrage qui nous concerne, qui est intitulé en anglais « Between the World and Me », qui est traduit en français donc en 2017 sous le titre malencontreux, j'y reviendrai tout à l'heure, de « Une colère noire ». C'est un succès absolument considérable aux États-Unis, il collectionne les prix aux États-Unis et quand le livre paraît en France, il connaît un succès extraordinaire également. Coates est reçu dans toutes les universités françaises, il passe à l'émission
littéraire de Busnel, etc. Il fait des conférences, hein. Donc c'est un énorme succès. Barack Obama fait de ce livre sa lecture de vacances, ce qui consacre ce livre, et la grande romancière américaine Toni Morrison considère que Coates est le successeur du grand écrivain noir James Baldwin. Donc c'est vraiment une consécration, donc aussi bien aux États-Unis qu'à l'étranger, comme en France. La même année 2017, il publie un autre recueil d'articles qui s'appelle Le procès de l'Amérique. L'un des articles défend en particulier la thèse de la nécessité de la réparation de l'esclavage pour les Noirs américains, ce à quoi Obama était lui-même opposé. Il prend violemment parti contre Trump à son élection. Il interprète l'élection de Trump comme une réplique vengeresse de la présidence noire d'Obama. Il dit ceci: on dit souvent que Trump n'a pas de vraie idéologie réelle, c'est faux. Son idéologie est la suprématie blanche dans toute sa puissance agressive et son esprit de supériorité. Trump veut mettre à bas une présidence nègre, une protection sociale nègre, des accords sur le climat nègre et une justice nègre. Et il vient enfin de publier, il y a 15 jours, je pensais avoir terminé la préparation de ma conférence, et puis tout d'un coup je tombe sur ce livre en librairie, donc j'ai lu ce livre, donc très intéressant, qui s'appelle 8 ans au pouvoir, de Ta-Nehisi Coates, qui est un recueil de 8 articles, un par année, de la présidence d'Obama. Et donc, ce sont des témoignages au fil de ces 8 ans de présidence d'Obama que fait Coates dans ces articles. Et ce sont des articles qui montrent l'ambivalence de Coates vis-à-vis de ce président noir. Il admire l'homme, il admire le couple, il admire le parcours extraordinaire accompli par Obama, l'élégance éthique d'Obama, mais il a de violentes critiques contre Obama, en particulier donc contre le fait qu'Obama a décidé de ne pas être un président noir, mais d'être le président de tous les Américains, et de mener donc une politique neutre sur le plan racial, en ne menant pas une politique directement faite pour améliorer le sort des Noirs. Le sort des Noirs ne peut s'améliorer qu'à l'intérieur d'une politique globale donc, pour l'ensemble des Américains. Donc c'est un aspect très critiqué donc, par Coates. Une colère noire, donc c'est le titre donc, du recueil qui va nous occuper, donc le titre français qui ne rend pas compte donc, du titre en anglais, qui signifiait donc entre le monde et moi. C'est un ouvrage qui se présente comme une lettre d'un père à son fils. Ce père, c'est Ta-Nehisi Coates lui-même. Le fils, c'est le fils de Ta-Nehisi Coates, nommé Samori. Le père a 40 ans, le fils en a 15. Le but du père, c'est, à l'entrée de la vie d'homme de son fils, de le mettre en garde contre tout ce qui le menace en tant que corps noir dans la société américaine actuelle. Il y a eu des changements, un président noir a été élu, les Noirs peuvent être emportés, les Noirs ont participé à cette élection, ils peuvent être emportés par une forme d'euphorie, et le père met en garde le fils contre les dangers courus par le corps noir dans cette société américaine, au sens propre du terme. Ce sont les crimes accomplis par la police américaine, multipliés pendant la présidence Obama, qui sont au cœur donc, de l'article, qui sont au cœur de l'ouvrage de Coates. Donc la destruction du corps noir et l'obsession que le père veut mettre dans la tête donc, de son fils au moment où il va le quitter, au moment où il va entrer dans sa vie d'homme. Pour cela, Coates, le père, mêle deux fils. Le fil autobiographique, il raconte à son fils sa propre expérience
c'est l'expérience qu'il a déjà racontée dans son récit Le Grand Combat. C'est l'enfance passée à West Baltimore, l'adolescence, les études à Howard, et puis l'installation à New York, les débuts dans la vie active, début difficile où il veut devenir journaliste donc à New York. Donc ça c'est le fil autobiographique. Au cœur de ce fil autobiographique, il y a un traumatisme majeur qui justifie également la lettre du père à son fils. 1 an avant la naissance de son fils, un des amis de Coates, qu'il a connu à l'université Howard, qui s'appelait Prince Jones, est assassiné par un policier noir. Et ce crime accompli par la police donc accroît encore la peur du père pour son propre fils. Et donc c'est une expérience qui est au cœur même de la peur, qui est au centre donc du discours donc du père. Le deuxième fil est un fil réflexif. Le texte manipule l'analyse, manipule les réflexions, développe continuellement des idées tirées de l'expérience personnelle. Donc il y a à la fois un côté subjectif, vital, personnel, et de l'autre une réflexion qui essaie de s'élever donc à une approche plus théorique donc de la situation vécue par les Noirs américains sous cette présidence donc Obama. Tout cela est produit donc à la fin de la présidence d'Obama, mais avant l'élection de Trump, puisque l'ouvrage paraît aux États-Unis donc en 2015. Alors tout d'abord, un mot sur la lettre fictive, qui est le genre donc de cet ouvrage. J'essaie à chaque fois de montrer comment la littérature tient quand elle est sur le terrain des sciences humaines. Ce que dit Coates pourrait être dit par un sociologue, par un historien, etc. Or, il se trouve que c'est un écrivain, et donc je veux insister sur la manière dont la littérature exprime une voix personnelle, dit des choses qu'ailleurs on ne dit pas de la même manière, par les moyens de la littérature. Et donc, pourquoi est-ce que Coates choisit le genre de la lettre du père à son fils? C'est un vieux genre, que ce genre de la lettre fictive. On trouve ça déjà dès l'Antiquité, chez les philosophes. Le disciple qui reçoit la leçon de son maître. Épicure écrit la lettre à Ménécée, Lucilius écrit, Sénèque écrit les lettres à Lucilius. Donc c'est le maître qui donne des conseils moraux donc à son disciple. Une des variantes de ce discours, c'est le discours du père à un fils, qu'on trouve également dans la littérature. Au XVIIIe siècle, beaucoup d'aristocrates écrivent un texte pour donner des conseils à leur fils au moment où le fils va entrer dans sa vie d'homme. C'est une pratique noire, mais sous la forme orale, qu'on appelle the talk, aux États-Unis, où le père, donc au moment de cette entrée dans la vie du fils, prend le fils en face de lui et lui explique ce qu'est la vie, ce qu'il doit craindre, comment il doit se conduire, etc. Et donc Coates met par écrit cette pratique orale, donc traditionnelle dans les familles noires. Il y a un modèle revendiqué par Coates à cette lettre fictive. C'est un texte de James Baldwin, qui est l'idole de Coates, grand écrivain noir, qui a écrit un texte intitulé La prochaine fois le feu, en 1962, et le premier texte de La prochaine fois le feu est une lettre adressée par James Baldwin à son neveu. Donc un oncle parle à son neveu, et c'est la même situation. L'oncle dit à son neveu « Tu es né dans une société qui affirmait avec une précision brutale et de toutes les façons possibles que tu étais une quantité humaine absolument négligeable. » Et donc
le père, Coates, va redire la même chose donc à son fils. Quelques années plus tard, la situation n'a guère changé. Il y a sans doute dans ce choix de la lettre fictive une subversion du discours d'Obama volontaire, puisque Obama, c'était son obsession, bon, liée à son histoire personnelle, puisque son père n'était pas là pendant son enfance et son adolescence, donc Obama est obsédé par cette absence du père, et il n'a cessé de s'adresser dans ses discours aux familles noires en remettant en question continuellement l'attitude de ses pères qui n'étaient pas là, qui ne s'occupaient pas de leurs enfants, qui n'éteignaient pas la PlayStation, qui les laissaient regarder la télé, qui les laissaient se vautrer sur le canapé, etc. Et donc, c'est à cette attitude négative attribuée par Obama donc au père que s'oppose donc cette lettre, où au contraire, on a un père donc qui prend la situation en main et qui s'adresse donc directement à son fils. La lettre fictive permet la dramatisation, la théâtralisation par rapport à un texte qui se serait contenté d'analyser les choses. La lettre fictive permet la dramatisation, la théâtralisation. C'est quelqu'un qui sait, le père, qui s'adresse à quelqu'un de naïf, ou qui risque d'être naïf, qui risque d'être dans l'illusion ou dans l'erreur, et donc le père dramatise donc cette situation. Il s'agit de transmettre un savoir, une expérience, pour empêcher donc que quelque chose n'arrive. Et ce quelque chose est gravissime, puisque c'est une question de vie et de mort. Il s'agit de la destruction du corps noir. Ce dont a peur le père, c'est que le fils se fasse tuer, comme tant d'autres jeunes noirs sont tués, comme Prince Jones lui-même a été tué. Et donc, le texte ne cesse donc de mettre en avant cette conscience du danger vital chez le père. Il met le fils en garde contre l'oubli de ce danger, l'inattention, l'euphorie, les espoirs qu'il pourrait avoir dans ce monde neuf qui est désormais le sien. Le père lui rappelle que les images de l'esclavage ne sont pas loin. Même aujourd'hui, même sous le président Obama, le noir ne doit jamais oublier qu'il aura toujours, je cite, « le vent de face et les chiens sur les talons ». Ce sont les images donc de l'esclavage, de la ségrégation raciale qui reviennent donc même à l'époque Obama pour traduire le danger dans lequel se trouvent donc ces Noirs. Donc c'est une lettre de survie avec un ton souvent extrêmement angoissé chez le père. Voilà ce qu'il faut que tu saches. En Amérique, la destruction du corps noir est une tradition, un héritage. Je ne voudrais pas que tu te couches dans un rêve, je voudrais que tu sois un citoyen de ce monde beau et terrible à la fois, un citoyen conscient. J'ai décidé de ne rien te cacher. Donc, volonté de dire la vérité, d'affronter la vérité de ce monde et de la révéler donc au fils, de montrer cette vérité au fils. Cette lettre fictive, Coates l'a adoptée dans un deuxième temps comme écriture. Dans un premier temps, il avait écrit son texte sous la forme d'un essai. Et puis, il s'est ravisé et il a réécrit ce texte sous la forme de cette lettre fictive. C'est parce qu'il veut faire œuvre littéraire. Il ne veut pas être seulement journaliste, il veut faire œuvre littéraire. Et donc, ce texte revendique donc le fait d'être écrivain. Il faut être écrivain, il faut être James Baldwin, faire comme James Baldwin. Le titre en anglais, Between the World and Me, est emprunté à un autre écrivain noir admiré de Coates, Richard Wright, et c'est un titre qui met l'accent, contrairement à Une colère noire, qui met l'accent sur le discours polémique seulement, Entre le monde et moi, c'est un titre à valeur existentielle qui montre que le racisme pourrit l'existence. C'est pas seulement un fait social de tous les jours, ça pourrit le fait même de vivre. On ne peut plus vivre.
Et donc le titre français ne rend absolument pas ça. Enfin, je trouve que le titre français est catastrophique par rapport au projet littéraire du texte de Coates. Donc ce dont il veut rendre compte, c'est le gouffre que le racisme installe dans l'existence donc des Noirs, les empêchant donc de vivre en hommes, de vivre dignement. La structure du texte tient de la vraie littérature avec un jeu de l'ordre et du désordre. Il y a un ordre chronologique, il y a un fil chronologique, mais en même temps vient se superposer à cet ordre chronologique une division en 3 parties, et chaque partie a une sorte d'unité poétique. Les 3 parties vont en volume décroissant, comme par une sorte de nécessité de concentration. Et la 3e partie, c'est l'essentiel, qui résume à peu près tout. C'est la 3e partie dans laquelle Coates rend visite à la mère de Prince Jones, qui lui raconte sa vie de femme intégrée. C'est une femme qui est originaire d'une famille extrêmement modeste, qui a fait des études, qui est devenu écrivain, qui est devenu médecin, qui est devenu chef de service dans un hôpital, et ça n'a pas empêché que son fils se fasse tuer par un policier noir. Et donc, la 3e partie concentre absolument tout. Et donc, c'est une espèce de structure du texte à saut et à gambade, comme disait Montaigne pour qualifier la composition de ses essais. Ce n'est pas un ordre argumentatif universitaire, c'est un ordre libre, poétique, à saut et à gambade, libre. Mais ça ne veut pas dire que c'est n'importe quoi, ça veut dire que c'est calculé autrement, dans une autre esthétique que l'esthétique argumentative traditionnelle et universitaire. Il y a, donnant qualité littéraire au texte, des scènes fondatrices qui se détachent, des petits récits très denses. Par exemple, le récit d'enfance dans lequel Coates, alors enfant, se fait braquer par un autre enfant avec un pistolet, et il se rend compte à ce moment-là qu'il aurait pu être tué et que sa vie en était terminée. Donc la vie noire ne tient à rien. Donc c'est une scène extrêmement impressionnante qu'il répète à plusieurs reprises. Enfin, c'est une scène qui l'obsède et qu'il répète dans le texte, ce gamin aux petits yeux, avec toujours cette expression, ce gamin aux petits yeux qui le hante. C'est le moment où il a pris conscience que entre vivre et ne pas vivre, il n'y a rien, il n'y a presque rien. Donc il y a des scènes très émouvantes, il y a des personnages très émouvants également. La fille au dreadlock, par exemple, formidablement belle, rencontrée à Howard, dont il est tombé amoureux, mais qui est amoureuse, elle, de Prince Jones, et qui couche avec tout le monde. Donc c'est un personnage formidable, rencontré, la diversité, la beauté noire, rencontrée à Howard. Les personnages de sa famille, son père qui appartient au mouvement des Black Panthers, donc révolutionnaire noir, et qui lui colle des trempes parce que la hantise du père, c'est qu'il se fasse tuer par un policier. Et donc pour l'empêcher de se faire tuer par un policier, chaque fois qu'il fait une bêtise, il lui colle une trempe pour l'empêcher de... Et donc c'est un amour violent, un amour dans la violence. La mère est formidable, elle lui donne l'écriture, elle lui fait mettre en texte toutes les difficultés qu'il éprouve quand il est enfant. Donc c'est la mère qui lui donne l'écriture, qui fait de lui un écrivain, qui commence par faire de lui un écrivain. Son épouse, celle qui va devenir sa femme, rencontrée à Howard, il y a une déclaration d'amour permanente dans le texte. Donc ce sont de très beaux personnages dans le texte. Et puis enfin l'écriture, le style qui donne au texte donc une forte densité littéraire.
avec une diversité extraordinaire de registres. Hein. C'est par moments extrêmement polémique, violent, avec des formules percutantes. À d'autres moments, on est dans le lyrisme avec des déclarations d'amour au fils, à l'épouse, à la mère, etc. Donc, densité donc, des variétés des registres. Volonté de faire appel à la littérature noire traditionnelle. Chaque partie commence par une épigraphe qui renvoie donc aux grands textes de la littérature noire, et en même temps qu'on renvoie à ces grands textes de la littérature noire, il y a des références à ce qui est devenu la littérature contemporaine. La littérature contemporaine, c'est aussi le rap, les rappeurs et leurs textes, c'est aussi le hip-hop avec leurs textes, et donc ce sont des textes qui Coates écrit lui-même quand il est adolescent des textes de rap ou de hip-hop, et donc il y a là une volonté de trouver de la densité, de la poésie qui s'exprime de manière extrêmement ramassée, dense, dans des formules extrêmement violentes, un langage aigu, dit Coates, trouver un langage aigu, trouver une voix, une vraie voix littéraire. C'est un texte donc qui fascine par cette voix qui procure au lecteur sensation, émotion, etc. Ce n'est pas du tout intellectuel, même s'il y a des idées. Ça s'attache donc à toucher la sensibilité du lecteur. Donc il y a une vraie qualité littéraire donc, dans ce texte. Alors je vais vous faire entendre donc, par la voix de Francis une première lecture dans laquelle Coates analyse, ça va préparer en même temps le prochain développement, Coates analyse les rêves et les réalités de l'Amérique en montrant cette distorsion entre ce qu'il appelle le rêve américain et la réalité américaine que vivent les Noirs. Peut-être a-t-il existé au cours de l'histoire une grande puissance dont l'expansion n'a pas nécessité l'exploitation violente d'autres corps humains. Si c'est le cas, je n'en ai pas connaissance. Mais la banalité de cette violence n'excusera jamais l'Amérique, parce que l'Amérique se veut différente. L'Amérique se croit exceptionnelle. Elle se voit comme la nation la plus grande et la plus noble qui ait jamais existé, une héroïne solitaire protégeant la citadelle blanche et démocratique des terroristes, des despotes, des barbares et autres ennemis de la civilisation. Mais on ne peut pas en même temps prétendre être surhumain et plaider que l'erreur est humaine. Prenons au mot nos compatriotes et leurs prétentions au caractère exceptionnel de l'Amérique. Essayons de soumettre notre pays à des critères moraux eux-mêmes exceptionnels. La tâche est difficile. Du fait de tout un dispositif idéologique et culturel qui nous incite à prendre l'innocence de l'Amérique pour acquise et à ne pas nous poser trop de questions. Il est si facile de détourner le regard, de vivre avec les conséquences de notre histoire et d'ignorer l'infamie perpétrée en notre nom à tous. Toi et moi, nous n'avons jamais vraiment eu ce luxe. Je pense que tu le sais. Je t'écris dans ta 15e année. Je t'écris car cette année, tu as vu Eric Gardner se faire étrangler et tuer pour avoir vendu des cigarettes. Car tu sais désormais que Renisha McBride a été abattue parce qu'elle avait appelé à l'aide. Que John Crawford a été tué parce qu'il déambulait dans les rayons d'un grand magasin. Tu as vu des hommes en uniforme assassinés de leur voiture Tamir Rice, un enfant de 12 ans qu'ils avaient juré par serment de protéger. Tu as vu des hommes dans ce même uniforme tabasser Marlène Pinnock,
une grand-mère sur le bas-côté de la route. Et tu sais à présent, si jamais tu l'ignorais encore, que les services de police de ton pays ont été dotés du pouvoir de détruire ton corps. Peu importe que cette destruction soit le résultat d'une réaction malencontreuse, peu importe qu'elle soit le fruit d'un malentendu, peu importe qu'elle découle de la stupidité de certaines lois, si tu vends des cigarettes sans en avoir l'autorisation légale, ton corps peut être détruit. Si tu manifestes de la colère contre ces gens qui essaient de l'enfermer, si tu empruntes un escalier trop sombre, ton corps peut être détruit. Les auteurs de cette destruction auront rarement des comptes à rendre. Pour la plupart, ils percevront leur retraite. Cette destruction n'est que la forme superlative d'une domination dont les prérogatives incluent la fouille, la détention, le passage à tabac et l'humiliation. Tout ceci est une histoire banale pour les Noirs. Tout ceci est de l'histoire ancienne. Personne n'est tenu responsable. Il n'y a rien de purement diabolique chez ces exterminateurs, pas plus que dans le monde actuel. Ces gens qui détruisent mettent tout simplement en pratique les lubies de notre pays, en interprétant au pied de la lettre son patrimoine et son héritage. Regarder cette réalité en face est douloureux, mais notre lexique tout entier, relations interraciales, discrimination, justice raciale, profilage racial, privilèges blancs et même suprématie blanche, ne sert qu'à oblitérer l'expérience viscérale du racisme. Le fait qu'il détruit des cerveaux, empêche de respirer, déchire des muscles, éviscère des organes, fend des os, brise des dents. Ne détourne jamais les yeux de cette réalité. Rappelle-toi toujours que la sociologie, l'histoire, l'économie, les graphiques, les tableaux, les statistiques finissent tous par s'abattre sur le corps avec une violence inouïe. Donc ce texte va me permettre de lancer donc l'analyse que mène Coates, qui oppose donc ce qu'il appelle le rêve américain au cauchemar de l'Amérique. Le rêve américain, c'est une expression qui fait une apparition tardive, seulement en 1931. On l'attribue à un historien nommé James Adams. Et donc c'est l'image idéalisée de l'Amérique, l'image rêvée de l'Amérique, qui est naturellement l'image rêvée par les Blancs. Et donc le texte évoque continuellement le rêve américain et les rêveurs qui croient à ce rêve américain. Ce rêve américain, lorsqu'il était enfant, Coates l'a vu sur les écrans de télé, quand il était dans son ghetto de Baltimore. Il voyait à la télé un monde qui lui était complètement étrange et étranger. C'était le monde apparent de ce rêve américain que les Noirs donc regardaient absolument étonnés. Que les Noirs donc regardaient absolument étonnés, comme un autre monde. Alors ce rêve américain, donc on peut le résumer en quelques traits que vous avez trouvés en partie dans ce texte. C'est d'abord la fable des origines divines. L'Amérique, c'est un pays donné par Dieu. Donc c'est le pays religieux, c'est le pays des valeurs morales, c'est le pays du bien, et l'incarnation du bien, c'est le pays à la destinée providentielle. C'est le pays
caractérisé par l'exceptionnalité. Il se distingue de toutes les autres nations. C'est le pays phare du monde et de la civilisation. L'Amérique se croit exceptionnelle, est-il dit dans le texte qui vient d'être lu. Obama a souligné lui-même cette exceptionnalité. Il a dit que la trajectoire qui avait été la sienne n'aurait pu se produire nulle part ailleurs, dans un autre pays. Aussi longtemps que je vivrai, je n'oublierai jamais que mon histoire n'est possible dans aucun autre pays sur Terre. Donc l'Amérique, c'est le pays de tous les possibles, hors de la fatalité qui est la caractéristique de l'Europe. Pourquoi est-ce que les immigrants quittent l'Europe? C'est parce que l'Europe les enferme, c'est le pays de la fatalité. L'Amérique, c'est le pays de tous les possibles, de toutes les réalisations. Autre trait du rêve américain, c'est le bonheur par l'abondance matérielle et la consommation. C'est une société d'abondance, société qui par là fournit la sécurité matérielle, et c'est cette sécurité matérielle qui apporte le bonheur. Et ce bonheur, donc on peut le lire en quelques traits, ce sont les maisons parfaites et belles pelouses, barbecue du Memorial Day, associations de quartier et allées privées. Le rêve, ce sont des cabanes dans les arbres, de gentils scouts. Le rêve, à l'odeur de la menthe et le goût d'un biscuit à la fraise. J'ai cherché si longtemps à m'échapper dans le rêve, à me blottir dans mon pays comme sous une couverture. Et donc, le rêve américain, c'est la maison, c'est la pelouse, c'est la communauté des êtres qui nous ressemblent dans le quartier. Et donc voilà le rêve donc, de bonheur dans la sécurité matérielle. Autre trait de ce rêve américain, c'est le culte de la démocratie. C'est la démocratie avec la liberté, l'égalité. L'individu est roi, chacun est libre, celui qui travaille dur peut réussir, tout lui est ouvert, il peut construire son destin, prendre en main son destin. La preuve, c'est Obama lui-même. Un président noir peut devenir président. Il y a une petite élite noire en politique ou en économie qui a émergé. Il y a une classe moyenne noire qui a émergé. Donc tout est possible grâce à cette démocratie, grâce à cette liberté et à cette égalité. C'est le pays du droit, pays de la justice, et la justice est consolidée par la police, avec, dans les dernières années, les dernières décennies, une police qui est devenue une véritable force armée, qui garantit donc la sécurité des citoyens. Et donc, cette police omniprésente assure la sécurité de l'ensemble de la nation américaine. Donc, on est entré ainsi dans cette société post-raciale, dans cette société sans race. Il n'y a plus de race puisque chacun peut réussir dans cette société grâce à ces droits qui sont établis dans cette société. Obama donc l'a dit et répété dans ses discours avec son fameux slogan « Oui, on peut ». Ce slogan, il a été murmuré par les esclaves et les abolitionnistes qui se frayaient un chemin vers la liberté à travers la nuit la plus noire. « Oui, on peut », disait Obama dans l'un de ses discours de campagne. Les Noirs l'ont porté à la présidence, puisque pour la première fois, en 2012, le taux de vote chez les Noirs a dépassé celui des Blancs pour le président, 66% contre 64%. Donc il y a eu une euphorie noire qui a porté donc Obama. Ce rêve américain, il s'inscrit, et on retrouve là l'objet de la première conférence, dans un récit d'émancipation américain, dans un récit national, dans un roman national. Il y a un roman national, c'est-à-dire une version lumineuse de l'histoire de ce pays, tel que ce pays s'est toujours représenté. De manière linéaire, c'est un pays qui va vers le bien, qui va vers le mieux, qui s'améliore continuellement.
il y a une vitalité du rêve américain. L'histoire s'écrit, se réécrit à travers tous les épisodes qui deviennent une étape qui porte les Américains vers la réalisation du bonheur parfait, de la société parfaite, et donc la conquête de l'Ouest, l'abolition de l'esclavage, les droits civiques, la société post-raciale. Ce sont des étapes donc, sur cette ascension qui porte le peuple américain vers le bien, vers le bonheur. Ces récits sont construits par les historiens, sont enseignés par l'école, sont répétés par les médias, reçoivent une onction de la littérature ou du cinéma. C'est une histoire positive, un récit confortable qui est ainsi développé, qui nourrit le rêve. Le rêve a été enluminé d'or par les romans et les récits d'aventure, dit Ta-Nehisi Coates. Donc voilà ce qu'est ce rêve américain qui porte donc la nation américaine tout entière. Il est question de l'Amérique plutôt que des États-Unis. Ce n'est pas la constitution politique du pays, c'est plutôt l'Amérique au sens de communauté rêvée d'être, de valeurs qui s'expriment dans ce rêve américain dont on entend continuellement parler, même quand on le conteste, il revient continuellement. Coates se dit que ce rêve américain, il est insubmersible, on est assommé continuellement par ce rêve d'émancipation. Donc c'est un bon exemple de ce récit d'émancipation euphorisant dont je parlais donc, lors de la première conférence. Alors ce que va montrer Coates, c'est que derrière ce rêve, il y a un véritable cauchemar. L'image du cauchemar est reprise à Malcolm X, qui parlait de ce cauchemar américain. Ce rêve américain est un mensonge. Et donc, ce que va montrer Coates, en se présentant comme un briseur de rêves, et je veux être un briseur de rêves, dit-il, c'est que ce rêve américain, c'est un récit qui est construit du point de vue des Blancs. Où sont les Noirs dans ce récit c'est un récit qui est tout entier fait du point de vue des Blancs. C'est un point de vue qui construit un récit linéaire, qu'on appelle téléologique. Il est tout entier orienté par sa fin. On va vers une fin heureuse. Et donc toutes les étapes intermédiaires portent vers cette fin heureuse. Ce qui veut dire que ces étapes intermédiaires, on les réécrit, on les manipule par des oublis, par des réécritures, par des mensonges, etc., pour qu'ils entrent dans l'ascension que décrit donc ce rêve américain. Et donc ce que montre Coates dans son texte, c'est cette manipulation continuelle. Coates s'attache en particulier à la guerre de sécession. Il dit que les Noirs devraient s'intéresser beaucoup plus à l'étude de la guerre de sécession, dont on a une image totalement tronquée, métamorphosée, transformée, poétisée, ennoblie. La guerre de sécession, elle n'est pas née d'un malentendu. Ça n'est pas un exercice héroïque où les sudistes ont affronté les nordistes et les plus nombreux ont gagné, comme on le dit. C'était au départ quelque chose d'abominable, où il s'agissait d'étendre l'esclavage, de conforter l'esclavage et de l'étendre. Ça n'a rien eu d'héroïque. Il y a eu 600 000 ou 700 000 morts. La représentation qui a été donnée de cette guerre de sécession dans Autant en emporte le vent, etc. Bon, tout ça, c'est une représentation romantique du Sud. Et donc tout cela constitue le récit mensonger. Les Noirs ont été victimes de cette manipulation, de même que les Indiens. La confiscation des terres indiennes, le massacre des Indiens, c'est devenu la conquête de l'Ouest menée par les glorieux cow-boys, etc. Donc on a là une histoire américaine qui est continuellement marquée par le drame et le malheur, qui est devenue une espèce d'histoire héroïque qui va vers le bien, etc. C'est ce que Coates donc détruit dans son texte. Cette innocence blanche
elle est partout dans les discours d'Obama. Par exemple, dans un discours de 2014, ce n'est même pas un discours électoral, c'est un discours au cours de sa présidence, où l'on voit Obama dire « Nous incarnons la liberté, la justice, la dignité. Voici les valeurs qui ont guidé notre nation depuis sa fondation. » Depuis sa fondation. Donc l'esclavage des Noirs, tout ça, c'est les droits civiques passent comme une sorte de rédemption, quoi. Ça redonne une espèce d'innocence, quoi. Dans la mesure où on va vers le bien, bien tout le passé peut être réinterprété, on est pardonné en fait, parce qu'on va vers le bien. Donc l'innocence, c'est l'innocence du rêve américain blanc. Et donc ce cauchemar noir, Coates va le développer à travers donc le perdre son corps. Ce qui fait la force du texte de Coates, c'est qu'il ne s'adresse pas à l'intellect. Qu'est-ce que c'est qu'être noir ? Être noir, c'est quelque chose de très concret. C'est avoir un corps qui, à tous les instants, dans toutes les situations, peut être détruit. Le gamin à l'école, le gamin qui va à l'école, le gamin qui se déplace dans la rue peut être tué, comme Coates a failli l'être dans cette banlieue noire de Baltimore. La peur est partout pour le petit gamin, et la peur reste. Ce qui est arrivé à Prince Jones, ça se passe des années après, et pourtant, donc, cela se passe. Rien ne change. La condition des Noirs, dans son danger, subsiste. Le Noir doit continuellement déployer une énergie absolue à faire attention à son corps, attention à la manière dont il s'habille. S'il porte une capuche, c'est dangereux. S'il prend le trottoir de droite, attention. Qu'il y a sur ce trottoir, etc. Et donc, il y a une énergie déployée continuellement pour échapper donc, à cette destruction du corps noir. Cette destruction, elle vient aussi bien des caïds du quartier et des autres petits noirs qui vivent dans cette misère des ghettos que de la part des policiers évoqués dans le texte. Et donc le texte de Coates, c'est une espèce de martyrologue où défilent tous les noms de ces noirs tués dans des circonstances la plupart du temps horribles, des noirs qui étaient totalement innocents, quelquefois des enfants qui portaient un simple objet à la main, mais il y a un tel profilage racial que le noir est potentiellement considéré comme dangereux, et donc un gamin qui porte une capuche et dont on voit qu'il manipule quelque chose dans sa main, c'est un délinquant ou un potentiel délinquant, et donc on peut tirer dessus. Donc c'est ce qui se passe pour l'un des personnages évoqués dans le texte tout à l'heure. Et donc le texte de Coates évoque donc ce corps noir détruit ou ce corps noir incarcéré. Il y a eu une incarcération de masse. La politique sécuritaire, c'est une politique qui détruit d'abord les corps noirs, qui enferme d'abord les corps noirs. Il y a 1 million de noirs actuellement en prison, et une étude dit qu'entre 25 et 45 ans, il manque dans la vie quotidienne 1,5 million de noirs qui ont été tués ou qui sont en prison, ou qui sont on ne sait où, qui ont disparu donc de l'existence quotidienne. Donc le corps noir, c'est quelque chose donc d'extrêmement fragile, précaire, qui peut disparaître donc à tout moment. Cela s'accompagne du déni de justice que le texte révélait. Les auteurs de ces crimes ne sont jamais inquiétés. Il y a toujours la légitime défense, il y a toujours le moyen pour les avocats de montrer que le policier donc n'a commis aucune faute. Ce racisme qui se développe là, c'est un racisme donc qui ne relève pas des intentions
qui ne relève pas des mauvaises intentions. Le policier n'est pas raciste en tant que tel parce qu'il se lèverait le matin pour tuer du noir. Il exerce simplement sa fonction de policier et dans la structure de la société américaine, eh bien, il appartient à cette force armée qu'est la police, à cette force militaire qu'est la police américaine qui tue. Le texte évoque également la misère socio-économique, les inégalités dans lesquelles vivent ces Noirs, la ghettoisation des villes, la ségrégation géographique de toutes ces grandes villes américaines, comme Washington, Baltimore, Chicago, etc., qui sont des villes donc totalement ségrégées, séparées, où les Noirs vivent dans des conditions extrêmement lamentables, avec des maisons délabrées, des rues mal entretenues, etc. Il y a dans le texte une scène d'expulsion d'une famille noire qui est symbolique donc de la condition des Noirs ces derniers temps, puisque la crise des subprimes a frappé d'abord les Noirs qui avaient été ciblés par les prêts avec ces prêts donc pourris, sont les Noirs qui ont été ciblés donc à l'origine. Donc il y a 800 000 familles, 800 000 Noirs qui ont perdu donc leur maison à l'occasion. Et donc le texte se termine sur l'évocation des ghettos donc de Philadelphie que traverse Coates quand il va voir la mère de Prince Jones, et ces ghettos lui rappelle les ghettos de son enfance. Rien n'a changé. Ce sont les mêmes ghettos, c'est la même ségrégation dans laquelle vivent ces Noirs. Et donc Coates explique cette situation des Noirs par ce qu'il appelle le racisme institutionnel ou le racisme structurel. Alors, ça consiste donc à rejeter une première interprétation, une première explication qui peut être donnée de la situation des Noirs. C'est celle qui est donnée par les conservateurs, mais aussi par les démocrates comme Clinton, puis Obama, par ce qu'on appelle la culture du pauvre. Les difficultés des Noirs viennent de la culture de la pauvreté dans laquelle vivent les Noirs. Les Noirs se caractérisent par un certain nombre de traits qui font qu'ils se retrouvent dans ces situations. Ils sont paresseux, ils sont passifs, ils sont irresponsables, ils profitent des politiques sociales, etc. Et donc, cela explique le discours sermonnant et moralisateur constant adressé par Obama aux Noirs, qui consiste à leur dire « arrêtez de vous plaindre, prenez votre destin en main, si vous voulez, vous pouvez réussir si vous le voulez ». Et donc cela confirme l'hypothèse que la misère noire, les Noirs en sont responsables, que s'ils le voulaient, ils pourraient s'en tirer, ils pourraient s'en sortir. Bon, ce discours, c'est le discours qu'Obama tient continuellement, le discours d'admonestation morale, par exemple, le discours resté célèbre tenu par Obama à Morehouse, qui est une des universités noires les plus huppées, dans laquelle avait étudié Martin Luther King. Voici un exemple de ces sermons adressés par Obama aux Noirs. Il y en a assez des excuses, non pas parce que le triste héritage de l'esclavage et de la ségrégation aurait complètement disparu, ce n'est pas le cas. Non pas parce que le racisme et la discrimination n'existeraient plus, ils sont toujours là, on le sait. C'est juste que dans le monde actuel, ultra connecté et ultra compétitif, avec ces millions de jeunes Chinois, Indiens, Brésiliens, dont beaucoup ont démarré dans la vie avec beaucoup moins que vous, qui entrent à vos côtés sur le marché mondial du travail, personne ne vous donnera rien que vous n'ayez pas gagné. Tout le monde se fiche que votre enfance ait été dure ou que vous ayez été discriminé. Plus encore, souvenez-vous que quoi que vous ayez enduré, c'est peu en comparaison de ce qu'ont subi les générations qui vous précèdent. Et elles l'ont surmonté. Et si elles l'ont surmonté, vous en êtes capable, vous aussi. Donc voilà
le discours donc constamment adressé par Obama et que Coates donc reproche vigoureusement donc à Obama de tenir ce discours qui fait honte et qui prend la place d'une politique donc qui serait directement à destination donc des Noirs. Donc Obama se refuse à mener une politique à destination des Noirs. Il mène une politique globale qui peut profiter aux Noirs. Par exemple, l'Obamacare a tiré un tiers des Noirs de l'absence de protection sociale, mais en même temps que beaucoup de Blancs. Mais ça n'était pas directement à destination des Noirs. Et donc il y a eu très peu de mesures d'Obama donc à destination des Noirs pour améliorer directement la situation des Noirs. Et donc la thèse défendue par Coates va à l'inverse de celle-ci, de la thèse donc défendue par Obama. C'est la thèse donc du racisme institutionnel structurel. Depuis les origines, la société américaine vit sur le pillage du corps noir. Comme l'Amérique a pillé le corps des Indiens, elle a pillé le corps noir, la prospérité américaine est liée à ce pillage. Ça a été le pillage du temps du racisme, ça a été le pillage du temps de la ségrégation, avec une main-d'œuvre gratuite ou une main-d'œuvre qui ne vaut pas grand-chose. Et donc, la richesse de l'Amérique s'est construite donc, sur ce pillage perpétuel donc, du corps donc, des Noirs. Et donc, ce que Coates définit comme le racisme institutionnel, c'est un racisme qui ne se définit pas par les intentions, c'est un racisme qui se définit par le fonctionnement, par le résultat des politiques menées par le pouvoir, par les institutions. Chaque fois que les résultats sont négatifs pour les Noirs, on est dans un racisme institutionnel et structurel. Ce sont des politiques qui aggravent ou qui empêchent la situation des Noirs donc de s'améliorer. Et donc, il y a là donc un racisme qui n'est pas, comme on le dit souvent, une espèce de tumeur que l'Amérique aurait arrachée, dont elle se serait rédimée pour aller vers le bien. C'est quelque chose qui est inscrit dans le système américain, dans le système de fonctionnement de la société américaine et qui perdure. C'est quelque chose donc, qui est un système envahissant, congénital et essentiel à ce corps, dit Coates donc, dans son texte. L'esclavage, ça a été en particulier un pilier de la société américaine, et cela dès le début, ce qui est caché dans tous les récits d'émancipation. Ce pays qui se prétend le pays de l'égalité, dans la déclaration d'indépendance, Thomas Jefferson dit que tous les hommes sont créés égaux. Ce qu'on oublie de dire, j'ai regardé la notice Wikipédia qui est scandaleuse, c'est qu'il est dit en même temps dans cette déclaration d'émancipation, d'indépendance, que les Indiens sont des sauvages et les Noirs, il n'en est pas question. Les Noirs, ils appartiennent aux propriétaires. Ils n'existent pas en tant qu'êtres vivants. Donc on voit que dans le texte même de la déclaration d'indépendance, l'égalité, c'est l'égalité des hommes blancs entre eux. Les hommes blancs, oui, sont égaux les uns les autres, mais les Noirs ne sont pas égaux. Donc la discrimination raciale, elle est inscrite dans le texte fondateur même de l'Amérique. Et donc la belle légende nationale donc, vole totalement en éclats. L'unité, le nous, le we, yes we can d'Obama n'a pas de sens pour Coates. Il l'exprime dans une scène extrêmement inconfortable quand on la lit, au moment du 11 septembre, où Coates se trouve donc à New York, et il est incapable, dit-il, d'exprimer une empathie, une bienveillance
pour les victimes qui viennent d'être victimes donc, de cet attentat, parce qu'il ne peut se détacher du souvenir qu'à l'emplacement des 2 tours, il y avait des marchés d'esclaves auparavant. Et donc, il est impossible pour les Noirs d'entrer dans cette unité du peuple américain. Cette unité est une unité factice. Et il refait la même analyse à propos de l'ouragan Katrina, dont on a dit que le racisme était partout, que parce que c'était une population à dominante noire, donc la ville avait été négligée, les digues n'avaient pas été entretenues précédemment, et ensuite les secours ont été calamiteux. Obama a dénié cette dimension raciste que Coates réaffirme. Donc il y a bien une politique raciste où l'on voit qu'il n'y a pas d'unité en réalité du peuple américain. Bon, le livre de Coates évoque le système anglais, il touche à un moment à la France. Bon, il n'y a pas de comparaison entre les 2 systèmes. La France n'est pas exempte du problème à travers le colonialisme. La France a eu son propre rêve, qui est le colonialisme, et Coates dit que la France s'est bâtie, elle aussi, sur son amas de corps à elle. C'est l'amas de corps des corps des colons. Et le prénom du fils, Samori, c'est le prénom de Samori Touré, qui est un noir qui a résisté à la fin du XIXe siècle à l'invasion coloniale française dans l'ouest africain. Donc, cette image est inscrite dans le prénom même du fils. À la fin de son texte, prenant de la hauteur, Coates relie ce racisme structurel au capitalisme, comme l'avait déjà fait avant lui Malcolm X, qui avait déjà déclaré il n'y a pas de capitalisme sans racisme, dans la mesure où le capitalisme est une exploitation. Dans les exploités, il y a les Noirs en particulier. Et donc, le néolibéralisme d'aujourd'hui va encore plus loin, dans la mesure où non seulement il exploite les hommes, dont les Noirs en priorité, comme le faisait le capitalisme entrepreneurial, mais le néocapitalisme financier d'aujourd'hui exploite et détruit la planète tout entière. Et donc, on dépasse ce qu'avait montré James Baldwin dans Demain le feu, la prochaine fois le feu, pardon. James Baldwin pensait au feu de la révolte noire, le feu dans le ciel. C'est celui qu'on voit aujourd'hui à Paradise, c'est la dégradation climatique, c'est la planète détruite par le néo-capitalisme. Et donc, le racisme est inscrit dans le fonctionnement de ce néo-capitalisme qui détruit les hommes, qui détruit les Noirs et qui détruit en même temps la planète. Quel est l'avenir ? Cet avenir est extrêmement sombre. Cela tient à l'interprétation donnée par Coates de ce racisme institutionnel, comme ce racisme est dans le fonctionnement même des structures de la société américaine, il y a peu d'espoir à avoir. Le système fonctionne et on ne voit pas très bien ce que l'on pourrait faire contre ce système d'exploitation. Au début du texte, Coates évoque un entretien télévisé d'où il sort, et à la fin de cet entretien, la journaliste lui a demandé quel espoir il avait en la situation. Et Coates, devant cette question, la journaliste se dit « elle n'a rien compris ». Elle n'a pas compris qu'il n'y avait pas d'espoir. Et donc la rhétorique journalistique, c'est une rhétorique qui à la fin dit toujours « mais alors l'avenir, quelles sont vos solutions ? Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et donc Coates dit il n'y a pas grand-chose à faire, la situation est gravissime et il n'y a pas grand-chose donc à faire. Ça donne au texte de Coates un côté apocalyptique, parce que lui-même ne croit pas à la possibilité de mettre une fin donc à ce racisme structurel
qui appartient au fonctionnement du système global. En même temps, il se rend compte qu'enseigner l'absence d'espoir est terrible. Dire à son fils, bon, il n'y a guère d'espoir, etc., bon, c'est pas très réjouissant pour lui, et donc il se sent coupable de cela, mais il ne veut pas lui mentir, il ne veut pas l'emporter dans un triomphalisme ou une euphorie qui irait à l'encontre donc de sa pensée. Cependant, il l'invite à lutter pour marquer sa dignité, même si les résultats sont très incertains. Il faut lutter, il ne faut pas se résigner. C'est dans la lutte que s'affirme la dignité, lutter pour survivre, lutter surtout pour vivre. Et donc Coates évoque les valeurs humaines, la solidarité familiale, l'amour filial, l'amour conjugal, etc. Ce sont ces valeurs-là qui font l'existence, mais il y a très peu de perspectives ouvertes par le texte de Coates pour montrer comment on pourrait sortir de cette situation qu'il décrit donc de manière assez terrible. Deuxième lecture faite par Francis, c'est la fin du texte. Coates a rendu visite à la mère de Prince Jones et il vient de la quitter. Elle lui a raconté donc sa destinée et Coates tire les leçons de cette destinée que lui a racontée donc la mère de Prince Jones. C'est la toute fin du texte et vous allez voir cette tonalité extrêmement sombre de la fin du texte. Attention au livre. Le pillage a mûri. Il est devenu une habitude, une addiction. Les gens qui avaient conçu l'entreprise mécanique de mise à mort dans les ghettos, le viol de masse dans les prisons privées et leur propre capacité à l'oubli, ces gens devaient forcément continuer à piller. Ce n'est pas croire en une prophétie, c'est croire en l'attrait de l'essence bon marché. Autrefois, les paramètres du rêve étaient limités par la technologie, la puissance des machines et du vent. Mais les rêveurs se sont améliorés et les barrages électriques construits sur la mer, l'extraction du charbon, la transmutation du pétrole en nourriture ont permis une expansion sans précédent du pillage. Cette révolution a libéré les rêveurs et leur a permis de piller non seulement les corps humains, mais aussi le corps de la terre elle-même. La terre n'est pas notre création. Elle n'a pas de respect pour nous. Nous ne lui sommes d'aucune utilité. Et sa vengeance, ce n'est pas le feu dans la ville, mais le feu dans le ciel. Quelque chose de bien plus féroce que ce que Marcus Garvey prédisait avec sa horde d'ancêtres. Quelque chose de bien plus terrible que tous nos ancêtres africains réunis monte comme la marée. Ces deux phénomènes se font écho. C'est le coton qui passait entre nos mains enchaînées qui a inauguré cette ère. C'est l'exode des classes moyennes blanches, leur fuite le plus loin possible de nous, qui les a fait envahir la campagne pour y tracer leur banlieue au cordeau. Et pour se déplacer au sein de ces nouvelles subdivisions, dans toute cette étendue, il y a l'automobile, ce nœud coulant passé autour du cou de la terre et au bout du compte, des rêveurs eux-mêmes. J'ai roulé, m'éloignant de la maison de Mabel Jones en pensant à tout ça. Je me suis éloigné, comme toujours, en pensant à toi. Je ne crois pas que nous puissions les arrêter, Samori, car au bout du compte, ils vont devoir s'arrêter eux-mêmes. Pourtant, je t'engage à lutter. Lutte en mémoire de tes ancêtres. Lutte pour la sagesse. Lutte pour la chaleur de la Mecque.
Lutte pour ta grand-mère et ton grand-père, pour ton nom. Mais ne lutte pas pour les rêveurs. Pour eux, contente-toi d'espérer. Prie pour eux si ça t'inspire, mais ne lutte pas pour leur conversion. Les rêveurs devront apprendre à lutter eux-mêmes, à comprendre que le terrain de leurs rêves, la scène sur laquelle ils sont peinturlurés en blanc, est notre lit de mort à tous. Le rêve, c'est cette mauvaise habitude qui met la planète en danger. Cette mauvaise habitude qui entasse nos corps dans des prisons et des ghettos. Je les ai vus, ces ghettos, alors que je revenais de chez le Dr Jones. C'étaient les mêmes ghettos que ceux que j'avais vus à Chicago tant d'années auparavant, les mêmes ghettos que ceux dans lesquels ma mère et mon père avaient grandi. À travers le pare-brise, je voyais les marques du ghetto. L'abondance des instituts de beauté, d'églises, de liquor stores et de maisons délabrées. Et j'ai ressenti cette peur ancienne. À travers le pare-brise, je voyais la pluie tomber à verse. La dernière image du texte, donc, c'est cette image de la pluie qui tombe sur le pare-brise. C'est une image donc de fermeture, enfin d'absence d'espoir. Donc une tonalité très, très sombre sur laquelle se termine donc le texte. Pour en terminer avec Coates, je voudrais évoquer les critiques qui ont été adressées à son livre. Il y a eu une polémique extrêmement violente à la sortie du livre aux États-Unis. Alors, quelles sont les principales critiques qui lui ont été faites ? Une des critiques qui lui a été faite, on la trouve dans le deuxième essai dont je vais parler plus brièvement, celui de Brit Bennett, qui est donc une femme, et donc elle reproche à Coates l'absence dans le texte de spécificité des dangers courus par le corps féminin noir. C'est un texte donc qui évoque, mais Brit Bennett s'en rend compte, c'est un texte qui évoque donc les relations du père au fils, donc il est normal que le corps masculin soit davantage présent, mais elle regrette donc que Coates n'ait pas évoqué donc la spécificité des dangers qui pèsent donc sur le corps féminin. Dans l'ouvrage de Brit Bennett, dans un de ses articles, elle évoque l'impossibilité pour elle d'aller se balader le soir dans un parc. Et donc ça, c'est une spécificité donc, qui n'est pas présente dans le texte de Coates. Elle lui reproche également de se limiter donc à la lutte des Noirs. Elle préférerait que les autres minorités noires soient évoquées en même temps. Et donc ça, c'est une grande discussion aux États-Unis de savoir si chaque minorité doit défendre ses propres intérêts ou si les minorités doivent s'allier dans un combat commun. Et donc Coates se limite à évoquer les Noirs dans le texte, et pas les autres minorités, ce qu'on appelle le problème de l'intersectionnalité. Je peux appartenir à plusieurs minorités en difficulté et en danger, je peux être noir, femme, pauvre, jeune, etc. Et donc, il y a donc chez Coates une perspective qui est prise en compte indépendamment donc des autres. Ce qu'on a reproché à Coates également, c'est de prendre insuffisamment en compte la dimension néolibérale, sauf à la toute fin, pour évoquer la planète. Dans certaines interprétations comme celle de Sylvie Laurent, dans un très beau livre qui s'appelle « La couleur du marché », donc il y a une démonstration que le racisme est partout lié au fonctionnement du néo-capitalisme. C'est le fonctionnement néo-capitaliste qui fait fonctionner continuellement le racisme. Donc une autre perspective que celle qui est évoquée donc, par Coates.
On a reproché à Coates sur le plan des perspectives d'avenir, l'absence précisément de solutions proposées. Dans chacune de ces conférences, on lui disait « mais alors, qu'est-ce que vous proposez ?» Et donc à chaque fois, il était contraint de dire « je n'ai pas de solution ». Et donc on le lui a beaucoup reproché. On a reproché également à Coates la dimension personnelle de sa révolte noire. Il s'adresse à son fils et la révolte du fils est limitée à lui-même. Et donc le mouvement Black Lives Matter, c'est un mouvement qui est un mouvement de révolte collective qui s'oppose en tout à cette attitude. Du point de vue de l'analyse de la situation, Coates est très proche du mouvement Black Lives Matter, mais alors il ne croit pas à des solutions possibles immédiates, alors que le mouvement Black Lives Matter dit, c'est son slogan, « Nous étouffons et nous ne nous arrêterons qu'une fois libres ». Donc il y a cet enthousiasme de la lutte pour obtenir donc des résultats et d'une lutte qui est une lutte collective. Et donc cette nouvelle révolte noire, elle est incarnée donc en particulier par ce mouvement, mais il y en a beaucoup d'autres. Ce mouvement qui se caractérise donc par la jeunesse, sont des jeunes. C'est un mouvement qui fonctionne sans leader charismatique. Donc c'est une grande opposition avec le mouvement des droits civiques qui fonctionnait sur ces grandes figures. C'est un mouvement qui fonctionne de manière démocratique en utilisant les réseaux sociaux, non pas seulement pour organiser des manifestations, mais aussi pour réfléchir. C'est réfléchir en communiquant par les réseaux sociaux, donc il y a une véritable réflexion démocratique. Les femmes y jouent un rôle important, ce sont 3 femmes qui ont fondé ce mouvement, Black Lives Matter, et donc c'est un mouvement donc, qui est l'incarnation de perspectives nouvelles offertes par cette nouvelle révolte noire dans une dimension collective qui dépasse donc la révolte préconisée donc, par le livre donc, de Coates. Alors j'en viens au livre de Brit Bennett, qui est une jeune écrivaine américaine. Elle est née en 90. Après des études littéraires, ou pendant même ses études littéraires, elle s'impose comme écrivaine en rédigeant un article sur un blog. Cet article a un succès extraordinaire, 1 million d'auditions en 3 jours, et cela la lance comme écrivaine. Et donc c'est intéressant comme nouveau mode d'émergence du journaliste et de l'écrivain, puisque en même temps, les journalistes veulent souvent être écrivains. Et donc, c'est un peu le même mode d'émergence que Coates. Quelque chose donc de très neuf dans le monde littéraire. Et donc, ce premier article qu'elle rédige, « Je ne sais pas quoi faire des gentils blancs », c'est l'article donc qui donne son titre à ce recueil, qui regroupe d'autres articles qui ont d'abord été publiés donc, en ligne sur ce blog. Elle a publié également un roman qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelait « The Mothers », les mères en anglais, et qui a été traduit en France par « Le cœur battant de nos mères ». C'est un roman qui porte également sur la condition féminine noire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui avorte dans une communauté noire et de tous les problèmes posés donc, par cet avortement dans cette communauté noire. Le recueil qui nous intéresse, c'est un recueil de 9 essais publiés de 2014 à 2017. Ils sont présentés dans l'ordre chronologique, ce qui est important, puisque de 2014 à 2017, il se passe à un moment quelque chose d'important, qui est le passage donc, de la présidence Obama à Trump. Et donc les derniers articles de ce recueil sont des articles donc, après l'élection de Trump à la présidence donc, de la République. Donc c'est une Amérique qui bascule d'Obama à Trump. Les titres de ces articles
sont à chaque fois un peu provocateurs, un peu stimulants. Enfin, ce sont des titres accroches, hein, visiblement, qui appellent à la lecture. Par exemple, qui a le droit d'aller à la piscine, ou bien le terrorisme blanc est aussi vieux que l'Amérique, ou bien arracher le voile, etc. Alors, Brit Bennett utilise, elle, l'essai dans la forme qu'est devenu l'essai en ligne. Ce qui est extrêmement intéressant, hein, c'est que la vieille forme de l'essai, hein, puisque Montaigne au XVIe siècle écrit déjà des essais, donc c'est une vieille forme, l'essai trouve une espèce de nouvelle jeunesse avec ses écrits en ligne. Hein. Tout le monde peut écrire un essai, hein, en détournant donc la stratégie éditoriale, la stratégie universitaire. Hein, on peut écrire en n'étant rien. Hein, on n'est pas obligé d'être universitaire, on n'est pas obligé de trouver un éditeur, on met en ligne son article et c'est comme ça qu'émerge Brit Bennett. Donc, c'est un nouveau mode donc, d'expression. Et en ligne, l'article qu'elle essaie est forcément bref, fragmentaire. Hein, on ne peut pas écrire des articles de 50 pages. Hein, tout le monde arrêterait de lire avant la fin. Et donc, ce sont des articles qui se caractérisent par leur brièveté, leur concentration, leur subjectivité dans l'expression. Hein. C'est anti-argumentatif universitaire. Hein. Il ne s'agit pas de bâtir une argumentation en règle. Hein. Il s'agit d'exprimer une idée qu'on trouve intéressante, une idée personnelle, et d'essayer de faire partager cette idée donc, à un large public, pas un public de spécialistes. Hein. On vise des non-spécialistes. Donc il y a là une forme de relation littéraire tout à fait neuve qui inclut des qualités littéraires neuves également dans l'écriture donc, de cet article, avec des traits qui ressemblent à Coates, puisque Coates fonctionne de la même manière. On retrouve des formules extrêmement incisives, aiguës, frappées, etc. Je me sens entouré par la mort des Noirs, écrit-elle, par exemple, ou bien dans le temps Trump, les horloges tournent à l'envers. Donc des formules extrêmement brèves, extrêmement ramassées, avec un mariage de registres. C'est tantôt ironique, tantôt polémique, tantôt lyrique, tantôt très simple et ramassé, dans une espèce de syntaxe qui juxtapose les énoncés en laissant au lecteur à chaque fois une part extrêmement importante d'imagination à construire. Par exemple, elle évoque la situation de sa mère qui vivait dans la Louisiane de la ségrégation dans les années 50-60. Et voici comment commence l'article. Ma grand-mère nous parlait des clanistes qui chevauchaient à travers la Louisiane la nuit. Elle voyait leurs tuniques blanches scintiller dans l'obscurité. Les Noirs se cachaient dans les bayous pour leur échapper. Donc on voit que ce sont des phrases minimales en structure qu'on appelle paratactique, hein, donc dans la juxtaposition des phrases, aucune subordination, et à chaque fois, ça fait image hein, pour le lecteur. On revoit donc ces membres du Ku Klux Klan avec leur costume hein, bien connu. Hein, et donc il y a là donc, des images qui font impact hein, dans l'esprit, dans l'imagination du lecteur. Alors, l'orientation des essais de Brit Bennett ressemble un peu à celle de Ta-Nehisi Coates, c'est-à-dire qu'elle aussi évoque un rêve américain apparent. Elle en est l'exemple même. Elle rappelle que sa grand-mère était illettrée, sa mère a vécu la ségrégation en Louisiane et elle-même est devenue une écrivaine à succès. Au moment où elle écrit ses textes, elle prend l'avion comme elle respire, elle parcourt le monde pour présenter ses textes et donc elle dit c'est une destinée incroyable. Hein. Qui aurait pu imaginer que la petite fille d'une illettrée devienne donc une écrivaine reconnue partout dans le monde, qui attire les foules absolument partout. Donc sa propre destinée est à sa mesure
une destinée à la Obama, une destinée incroyable, qui laisse à penser que seule l'Amérique est le seul pays où c'est possible de connaître une telle chose. Quand je pense à la manière dont ma vie a changé depuis l'automne dernier, une partie de moi-même a l'impression de bénéficier d'une chance obscène. Qui d'autre, dans toute l'histoire de ma famille, aurait pu imaginer faire un métier comme le mien? Mais ce qu'elle va montrer, c'est que derrière cet apparent rêve qu'elle-même porte, qu'elle-même incarne, il y a un mirage. Et qu'en réalité, eh bien, le racisme institutionnel évoqué par Coates se trouve absolument partout. Ce racisme, on l'appelle quelquefois un néo-racisme, ou un racisme sans raciste, dans la mesure où le racisme existe alors que les statistiques montrent que les gens qui se déclarent racistes, haineux envers les Noirs ne cessent de diminuer. Donc plus personne ne déclare ouvertement ou presque sa haine des Noirs. Mais le racisme institutionnel est partout, et c'est le racisme de ceux qu'elle appelle les gentils blancs. Alors les gentils blancs, ce sont les blancs qu'elle rencontre dans le quartier où elle habite, ce sont ceux qui sortent leurs chiens le soir, qui discutent avec elle, qui s'excusent, qui parlent d'un peu tout avec elle, etc. Ce sont des blancs absolument charmants, et donc, mais en même temps, ce sont des blancs qui portent le badge blanc porteur de privilèges dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'emploi, de l'école, etc. Être blanc est un privilège, donc partout aux États-Unis. Et donc ce sont des blancs qui sont racistes sans se déclarer eux-mêmes racistes, sont des gentils blancs, mais qui font fonctionner partout donc le racisme institutionnel, donc évoqué donc par Coates. La situation devient du coup plus compliquée. Et c'est d'ailleurs ce que lui dit sa mère. Sa mère lui dit, mais en Louisiane, dans les années 50, c'était beaucoup plus simple, parce que les Blancs, on savait ce qu'ils pensaient de nous. Et donc c'était simple, alors que maintenant, on ne sait plus ce qu'ils pensent de nous et comment fonctionnent les relations sociales. Alors, elle décrit une scène qui est une espèce de scène phare, qui est la scène d'une femme blanche qui, alors qu'elle est dans une file à l'aéroport, la bouscule pour passer devant. Et elle se demande si cette femme blanche l'a bousculée, elle, la noire, parce qu'elle est blanche et elle noire. Elle se demande si elle n'est pas... Donc elle pense que oui, mais elle se dit en même temps, bon, tu es une obsessionnelle de la race. Elle la retrouve dans l'avion, elle est assise à côté d'elle, et cette femme lui dit « Excusez-moi, je ne vous avais pas vu ». Et donc, du coup, elle comprend que cette blanche est une gentille blanche, puisque, bon, elle prend la peine de s'excuser, mais elle exprime le racisme institutionnel dont elle est porteuse, elle n'a pas vu, elle ne voit pas les choses. Et donc, il y a là un racisme institutionnel qui fonctionne dans toutes les relations ou qui fonctionne, donc on peut soupçonner fonctionner dans toutes les relations humaines, donc en permanence. Et donc l'objet que se propose Brit Bennett, c'est le décryptage de ces signes extrêmement difficiles à mettre à jour du racisme institutionnel. Alors, les violences policières, etc., elle les évoque comme Coates, donc je n'y insiste pas, mais elle prend souvent comme objet d'étude de toutes petites choses, à partir de quoi elle montre comment ça fonctionne comme racisme institutionnel. Par exemple, Addie Walker. Addie Walker, c'était le nom de la seule poupée historique noire qui existait, produite par une maison qui fabriquait des poupées à destination des enfants. Il y avait 8 ou 9 modèles de poupées blanches, mais une seule noire. Et cette Addie Walker, donc,
c'était une poupée qui avait un livret d'accompagnement, parce qu'il y a un livret d'accompagnement de ces poupées qui raconte l'histoire de ces poupées, l'histoire imaginaire de ces vécue par ces poupées. Hein, et donc, c'était l'histoire d'une esclave en fuite qui avait vécu tous les avatars de l'esclave en fuite. Et donc, cette poupée, sa mère la lui avait offerte pour Noël, donc alors qu'elle était enfant. Et la mère lui dit, mais je t'ai offert ça, bon, sans y penser, parce que bon, je la trouvais bien, j'ai pensé que ça te ferait plaisir. Et donc cet objet, elle l'analyse et elle montre que cette poupée noire, au destin abominable, c'était le seul modèle d'identification à quoi étaient confrontées les petites filles noires. Et donc les petites filles noires ne pouvaient avoir qu'une seule réaction quand on leur demandait laquelle tu préfères, laquelle c'était naturellement les blanches, elles ne pouvaient pas s'identifier donc à la noire. Et donc elle montre comment dans cette simple poupée fonctionne donc ce racisme institutionnel. De même, elle prend le slogan d'Obama, le slogan de Trump, « Make America Great Again », et elle va se livrer donc à une analyse de ce slogan d'Obama pour montrer comment ce slogan fonctionne donc sur la nostalgie, sur le temps des origines heureuses qu'il faudrait retrouver, sur le rêve américain qui serait aux origines. Mais comment les Noirs pourraient rêver d'une origine heureuse? Où est l'origine heureuse des Noirs? On voit bien que ce rêve américain des origines, ça ne peut être qu'un rêve blanc. Ça n'est pas le temps de l'esclavage, ça n'est pas le temps de la ségrégation que les Noirs peuvent rêver comme leur temps d'origine de bonheur. Et donc, c'est un rêve qui est un rêve blanc. Contrairement à Coates, donc, qui n'exprime pas de perspective d'avenir, le texte de Brit Bennett s'ouvre à l'avenir. Elle évoque dans le texte de manière très émouvante le rôle joué par le texte de Coates comme réveil. Il y a beaucoup d'admiration chez elle pour Coates et pour la manière dont Coates a éveillé sa conscience. Mais elle va aller donc beaucoup plus loin que lui. Les modèles sont faits pour être dépassés, les guides comme Coates sont faits pour être dépassés, et donc elle exprime une forme de révolte qui est beaucoup plus proche de la révolte de Black Lives Matter que des perspectives de la révolte individuelle mise en avant donc par Coates. Et donc elle se révolte au nom de toutes les femmes, elle se révolte pour une lutte collective, etc., comme le fait Black Lives Matter, qui pour elle donc, est l'incarnation même de cette nouvelle révolte noire. Elle-même, en tant qu'écrivaine, doit accomplir ce travail de révolte. Elle prend comme mot d'ordre celui de Toni Morrison, la grande romancière noire, prix Nobel de littérature. Toni Morrison disait qu'il fallait arracher le voile, qu'il fallait empêcher de détourner le regard, il faut montrer le racisme aux lecteurs, les empêcher de s'évader dans le rêve, les obliger à regarder la réalité en face. Ce qui pose le problème de la représentation de la violence subie par les Noirs. Et elle montre les deux solutions que l'on peut adopter. On peut arracher le voile et mettre les Noirs en face de ce qu'ils ont, et les Blancs en face de ce que les Noirs ont vécu, donc en affrontant directement la violence. C'est ce que fait Toni Morrison dans son roman intitulé Beloved, où elle représente une mère tuant sa fille qu'elle porte dans ses bras parce qu'elle a été rattrapée par les chasseurs d'esclaves et que ces chasseurs d'esclaves vont s'emparer de sa petite fille. Elle préfère la tuer plutôt que de la laisser prendre par ces chasseurs d'esclaves. Et donc c'est une scène abominable. Chaque année, c'est devenu un grand classique de l'enseignement américain, et chaque année, il y a des protestations des parents. Ce livre traumatise leurs enfants, etc. Donc c'est un livre contre lequel chaque année les parents se révoltent. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est d'utiliser le détour, d'utiliser la métaphore pour évoquer la réalité, ce qui n'est pas moins fort. Elle cite l'exemple d'un roman
d'un romancier américain qui s'appelle Colson Whitehead, Underground Railroad. L'Underground Railroad, c'était le réseau de routes qu'empruntaient les Noirs fugitifs du temps de l'esclavage pour rejoindre le Nord. Et donc c'était un réseau de routes. Et pour rendre la peur, l'angoisse qu'éprouvaient les Noirs sur ces réseaux de routes, Colson Whitehead prend une métaphore. Il ne décrit pas les Noirs sur les routes, il décrit ces Noirs dans un train souterrain. Et donc le train souterrain, ça devient la métaphore de ce réseau de routes emprunté par les Noirs. Et Brit Bennett dit que cette métaphore du train a une puissance extraordinaire parce que ce train, on ne sait pas quand il arrive, on ne sait pas où il s'arrête, etc. Et donc, cela rend l'angoisse totale dans laquelle se trouvaient les gens qui empruntaient ces routes. Parce que l'image de la route est trompeuse. Enfin, on a l'impression que la route, ça va quelque part, etc. Donc représenter directement la route, ça risquait de ne pas donner au lecteur l'image de ce qu'était l'angoisse de ces Noirs. Et donc, la métaphore peut parler davantage. Elle oblige le lecteur à construire lui-même, et du coup, le lecteur peut éprouver davantage ce que pouvait être donc cette angoisse des Noirs. Dernière lecture faite par Cécile, c'est l'analyse faite par Brit Bennett de la nostalgie portée par le slogan de Trump, « Make America Great Again ». C'est l'extrait d'un discours prononcé par Brit Bennett au Festival des écrivains de Sydney en 2017. Non, je n'ai pas noté la date exacte. Ça doit être à la fin. Je regarde pendant la lecture. Donc, On y va ? oui. Donc c'est après l'élection de Trump. Ce soir, j'aimerais dire quelques mots sur la nostalgie, ou plus exactement, sur la nostalgie comme refuge. Car quand je réfléchis aux problèmes qui frappent mon pays à l'heure actuelle, je reviens sans cesse à cette idée. 63 millions de gens ont porté au pouvoir un raciste inexpérimenté et déséquilibré. Pourquoi ? Quand je voyage à l'étranger, tout le monde me pose cette question. Pourquoi ? De nombreux facteurs se sont combinés, évidemment, pour provoquer la victoire de Donald Trump. Mais en tant qu'écrivain, je préfère raisonner en termes d'histoire. Et Trump a raconté une histoire convaincante, une histoire qui nous séduit toutes et tous de temps en temps. C'était mieux avant. Nous avons tous pensé cela à un moment ou à un autre. Quand nous voyons un nouveau drame aux infos, quand la cruauté humaine se métastase sous forme nouvelle et encore inconnue, nous rêvons à des temps plus simples. Ou peut-être que nous regardons un vieux film, nous lisons un vieux livre, nous repensons à nos vies, à une époque où nous étions plus jeunes, pleins d'espoir et d'assurance. Et nous nous demandons, n'était-ce pas mieux avant ? Récemment, dans The New Yorker, Michael Chabon s'est livré à une superbe défense de la nostalgie, qu'il décrit comme une émotion humaine ancienne, valide et honorable. La nostalgie, écrit-il, c'est ce sentiment qui vous submerge quand une beauté du monde, accessoire et disparue, réapparaît momentanément. Je trouve cette idée vraiment magnifique. Mais le problème, selon moi, c'est que cette émotion humaine ancienne a été transformée en arme et politisée. Le phénomène Trump en est un parfait exemple.
J'ignorais que la nostalgie jouerait un si grand rôle dans cette élection. J'aurais peut-être dû le deviner. Trump a lancé sa campagne avec ce slogan « Make America Great Again », rendre sa grandeur à l'Amérique. Une phrase absurde. Qu'est-ce que ça signifie ? À quel moment l'Amérique a-t-elle été grande au juste ? The Daily Show a réalisé un reportage sur ce sujet. Les journalistes de l'émission ont demandé à des partisans de Trump à quelle époque l'Amérique avait été grande. Et ils ont obtenu toutes sortes de réponses qui allaient de la fondation du pays aux années 1950. L'efficacité de cette idée repose sur cette notion floue. La grandeur de l'Amérique remonte à l'époque de votre choix. Make America Great Again est une phrase à la fois cynique et pleine d'espoir. Elle fait appel aux frustrations de ceux qui se sentent à la dérive dans un monde qui se transforme rapidement. Et elle sous-entend que la grandeur d'un pays est une simple question de volonté. Mais de ce slogan absurde est née une présidence, et de cette présidence est née une politique qui est peut-être la meilleure illustration de sa signification. L'Amérique était grande quand les Blancs détenaient tout le pouvoir politique, quand les minorités religieuses étaient persécutées, quand des lois discriminatoires contre la drogue étaient adoptées, quand les Noirs ne pouvaient pas voter et que les droits en matière de procréation étaient attaqués. Voilà la version de l'Amérique dans laquelle de nombreux électeurs de Trump cherchent le réconfort. Voilà leur refuge. Une Amérique issue du passé, dans laquelle ils se sentiront à l'abri de nouveau. La nostalgie, c'est la mémoire sélective. Elle filtre l'histoire pour ne laisser subsister que les bons moments. Et actuellement, l'Amérique est gouvernée par la nostalgie. Les électeurs blancs, séduits par la promesse de rendre sa grandeur à l'Amérique, imaginent un passé heureux qui n'a jamais réellement existé et ne pourra donc jamais être recréé. Voilà, merci.